Je suis tout seul dans le studio parce que Victoria est partie en vacances. La semaine dernière, elle était malade. Cette semaine, elle n'est pas en vacances. On ne peut plus compter sur le personnel. Ma douce femme n'a pas pu venir. Je l'embrasse d'ailleurs. Je vais la rejoindre tout à l'heure si tout se passe bien. Donc vous savez que j'avais invité ce soir Jean-Marie Le Pen pour parler de Noël, puisqu'on avait décidé de faire une soirée un petit peu particulière, une soirée de détente, une soirée qui nous aurait fait oublier l'environnement politique extrêmement rude, lourd, difficile que nous connaissons, qui nous aurait fait oublier les banlieues, qui nous aurait fait oublier la politique en général. Je vais pas en reparler, on va pas se rendre malade. Et donc j'avais demandé à Jean-Marie Le Pen de venir nous parler de ces Noëls, les Noëls qui avaient le plus marqué sa vie, ces Noëls d'enfance et puis les autres. Nous avons Jean-Marie Le Pen au téléphone. Allô ? Oui. Oui, bonjour président, comment allez-vous ? Mon cher Bebeket, je suis là et je suis en pleine neige. Je suis heureusement dépanné par un traîneau avec un monsieur très gentil, oui, avec une grande houppelande rouge et une barbe blanche qui est, semble-t-il, traînée par des rennes. Je crois que c'est l'APNA, l'association des Pères Noël associés, qui actuellement est en train d'essayer de me dépanner au milieu d'un énorme embouteillage, et qui doit être un embouteillage de champagne, compte tenu de la date à laquelle nous parlons. Mais enfin, je pense que l'un dans l'autre, on devrait finir par arriver dans la cheminée. Mais en attendant, si vous voulez bien, on peut quand même commencer à parler. Mais oui, je pense que nous allons faire une émission mobile. Nous allons nous efforcer de parler, si vous voulez bien, de nos affaires et surtout de celle de cette merveilleuse date qu'est Noël, que nous fêtons tous ensemble, qui est la fête bien sûr des chrétiens, mais au-delà de cela, de tous ceux qui croient en l'au-delà et même qui ont une pensée paternelle pour l'enfant, quelle que soit sa race et sa religion. Alors, comme je l'ai dit plusieurs fois aux auditeurs de cette émission, je vous avais demandé d'être avec nous ce soir pour parler non pas de politique, parce on pourrait s'offrir une soirée comme ça par an, dans laquelle on parlerait d'autre chose. Et comme c'est la soirée de Noël, je voudrais quelle plus jolie soirée de paix que celle-là. Voilà. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous nous racontiez, comme si nous étions pour une veillée de Noël autour de la cheminée, en attendant l'heure de la messe de minuit, et puis ensuite des festivités réveillonnesques, que vous nous racontiez vos Noëls. Cher ami, je crois même pouvoir vous le faire presque directement à l'antenne, puisque volant au-dessus des nuages, voici que mon attelage vient de s'arrêter devant votre porte. Ah bah écoutez, c'est une bonne nouvelle. Alors si vous me donnez 2 minutes... Est-ce que vous êtes poursuivi par la police ? Je salue, oui, c'est elle qui nous accompagne. Je vous salue le Père Noël, je le remercie, et j'arrive à vous. Eh bien, nous vous attendons, président. Vous me demandez d'évoquer le Noël, mais moi je suis un petit garçon d'avant-guerre. Par conséquent, le goût et le parfum et la lumière de mes Noëls n'est pas tout à fait celle d'aujourd'hui. Quel est le premier Noël dont vous vous souvenez comme petit garçon ? Ah, j'étais tout petit, mais d'abord, chez nous, le Noël était précédé d'une période qui s'appelait l'Avent, n'est-ce pas ? Oui, chez nous aussi. Car vous savez que c'est vrai que il n'est plaisir que désiré. Et c'est l'attente et c'est l'ascèse qui crée le plaisir. Par conséquent, ce temps qu'on appelait l'Avent, eh bien, on préparait à la fois son cœur, son âme et sa cheminée à l'arrivée du petit Jésus.
Et on chantait « Venez divin Messie, sauvez », etc. Et nos jours infortunés. Je suis sûr que vous pouvez mieux faire que ça, vous pouvez le chanter. Venez divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez source de vie, venez, venez, venez. Ah, ça, voilà. On en revient de franchir 40 ans en arrière. Oui, un peu plus Et que même ça. plus. Et alors donc, on attendait Noël, et avant même qu'il y ait des crèches chez les petits garçons, chez les petits enfants, eh bien, il y avait la crèche de la paroisse. Et ça, c'était quelque chose, c'était un spectacle extraordinaire au temps où il n'y avait pas la télévision et où le cinéma, en quelque sorte, non pas balbutiait, mais s'exerçait dans un tout autre domaine. Et la crèche, c'était un spectacle qui était merveilleux pour les enfants. Et la nôtre était très grande, avec tous ces personnages, avec l'étoile, avec l'ange Gabriel portant justement la banderole déjà, la propagande et Intera Pax Hominibus. Et puis évidemment Marie, Joseph, l'âne et le bœuf, le petit Jésus, il ne viendrait que le lendemain, bien sûr, de Noël. Et puis les bergers qui faisaient partie, en quelque sorte, d'un paysage qui était étonnant pour nous, pays de vaches, mais pas pays de moutons. Alors ces bergers avec ces moutons, et puis l'âne et le bœuf. Puis, vous connaissez la fameuse histoire, elle est un petit peu méchante. Bon, je l'ai racontée déjà, l'histoire des jésuites, oui. Mais faut la raconter quand même, parce que tous les auditeurs la connaissent pas. Je la raconterai pas aujourd'hui, mais tout à l'heure, peut-être. Voilà, pas tout à l'heure. Tout à l'heure. Et puis il y avait, très loin là déjà, mais qui allait s'avancer au cours du mois de janvier, les rois mages. Et puis alors, Noël, c'était... Il y avait l'éclairage aussi. Comment il y avait un éclairage spécial dans les Oui, crèches. il y avait un éclairage, puis il y avait une grande étoile, il n'y avait pas encore d'arbres. Ce n'était pas là. Dans le fond, ce que je crois bien, il faut bien le dire, c'est l'occupation qui a amené la mode germanique ancienne. Je crois qu'elle remonte, je crois que c'est une princesse de Mecklembourg qui a amené ça au milieu du 19e siècle, mais ça n'était pas encore arrivé dans les contrées, jusqu'au Far West dans lequel j'habitais. Et nous étions encore, en quelque sorte, nous avions une conception paysanne de Noël. Alors, Noël, c'était d'abord la veillée. Parce qu'on allait à la messe, pas la messe du vendredi soir pour les coureurs cyclistes, ni celle du samedi matin pour les voileux, ni celle du samedi après-midi pour les coureurs automobiles. Non, la messe, c'était la messe de minuit. Et donc, pour attendre la messe de minuit. D'autant qu'on avait l'habitude de se coucher tôt, n'est-ce pas, dans ces temps-là, et surtout quand on était petit, eh bien, pour attendre la messe, il y avait la veillée. La veillée en face de la cheminée, où brûlait la grosse bûche qu'on avait gardée ou qu'on avait été chercher, et qui devait, dans quelque sorte, se consumer toute la nuit, pour qu'au petit matin, elle rougeoie encore un peu, qu'il y ait encore quelques braises au moment où les yeux émerveillés, on viendrait regarder si le Père Noël ou le petit Jésus avait mis quelque chose dans les sabots qu'on mettait à l'époque, ou dans les souliers plus tard. Alors, cette veillée était l'occasion de manger quelques friandises. Et moi, si j'ai cru très longtemps au Père Noël, c'est parce que j'avais été victime d'un subterfuge de mon père, je dois dire, un pieux subterfuge, c'est qu'il avait accroché des sacs de noix dans la cheminée, et à un moment donné, je les ai vus tomber. Et quand mes petits copains me disaient, mais c'est pas vrai, le Père Noël, moi, j'ai etc., je dis, comment, à moi? Mais je les ai vus, j'ai vu tomber les sacs de noix, je sais donc bien qu'il y a un Père Noël et que c'est lui qui apporte les jouets, etc. Ce Saint Nicolas, qu'est le Père Noël, c'était donc lui qui apportait les jouets. Il apportait les jouets à ceux qui attendaient
l'avenue du Petit Jésus et qui se chauffait, d'abord parce qu'il faisait pas très chaud dans les maisons à l'époque, en tous les cas dans la mienne, il n'y avait pas de chauffage central. Oui, j'allais vous poser la question tout à l'heure, quelle était l'ambiance? Il y avait juste une cheminée avec un... Alors, c'était une cheminée. T'es dans une cuisine ou... Oui, moi j'avais une cuisine, salle à manger, salle de bain, salon, et par conséquent, on poussait la table sur laquelle on allait préparer le réveillon, et puis on grignotait un petit peu des noix, des choses comme ça, et car c'était tout de même le Noël de mon enfance, encore que je n'étais pas un petit pauvre, en tous les cas pas le plus pauvre. Quand j'étais petit garçon, il y avait des petits garçons et des petites filles qui n'avaient qu'une orange pour Noël. C'était leur cadeau. Mais votre père était patron pêcheur. Hein. Mon père était patron pêcheur. Donc c'était déjà, il avait une aisance. J'étais enfant unique et j'étais gâté, il faut dire la vérité. Et d'ailleurs, le lendemain de Noël, les petits copains venaient voir mes soldats de plomb, mon jeu de construction, ou mon jeu de loi, ou toute une série de choses comme ça. Et car, en effet, bien souvent, ils n'avaient reçu qu'une paire de sabots neufs ou une chose comme ça. Et alors, il y avait la messe de minuit. Alors on allait parler, il n'y avait pas d'éclairage bien sûr public, on allait dans le noir, selon le temps, quelquefois c'était la tempête, quelquefois il faisait froid, quelquefois même nous avions la chance extrême chez nous d'avoir de la neige. Oui, vous aviez de la neige de temps en temps. Quelquefois, une fois tous les 4 ou 5 ans, mais quand il y en avait, c'était une joie merveilleuse. Et alors, nous allions à la messe de minuit, on arrivait dans l'église, et l'église, surtout avec le contraste du froid de la nuit, c'était chaud, enfin ça nous paraissait chaud à l'époque, et ça sentait l'encens, ça sentait les bougies, ça sentait il y avait de la lumière et la crèche du fond, et puis commençaient les 3 messes basses que je ne raconterai pas, d'abord parce que les curés bretons ne disaient pas ça comme Dom Balaguer, à toute vitesse. Peut-être parce que la chair était moins tentante après la messe de minuit que pendant Dom scum stutuo, n'est-ce pas, etc. Et donc nous pieusement on écoutait les 3 messes de minuit. Avec, il faut bien le dire... Vous avez connu ça, les 3 messes, les 3 messes basses. Les 3 messes basses de minuit, intégrales. Ouais. Et qui duraient près d'1 heure, à peu près. Fallait compter ça. Et puis on venait à la maison, maman était partie un petit peu avant pour préparer le réveillon. Il n'y avait pas de distribution de friandises à la sortie de la messe? Ah non, il fallait attendre la maison pour ça. Et à la maison, il n'y avait pas encore de cadeaux. Il n'y avait que ce repas qui était un repas de fête, qui était du poulet généralement, avec des marrons à l'intérieur, ou quelquefois peut-être une noix. Il n'y avait pas de dinde chez nous, c'était pas encore... C'était un mets déjà de... C'était américain, là. Comment? C'est américain, là-dedans. Oui, puis en plus, c'était un mets dont on entendait parler, mais qu'on ne consommait pas chez nous. C'était surtout des poulets, des chapons, des choses comme ça. Qui y avait autour de la table avec vous? Alors, avec vos parents? Il y avait la famille, c'était les parents. C'était vraiment une fête très très familiale, les grands-parents, quand il y en avait. Et puis alors, on chantait, il y avait eu les cloches, il y avait une ambiance très gaie, très joyeuse, très, comment dirais-je, très villageoise. On croisait des gens dans la rue, on voyait des groupes qui allaient et venaient, et tout le monde était heureux. Et puis alors, on mettait les sabots dans la cheminée. Quand j'étais petit garçon, moi, il y avait encore des sabots. Vous avez porté les sabots quand vous étiez petit garçon? Absolument. J'ai été le premier petit garçon de l'école à avoir des brodequins entièrement en cuir. J'étais pas peu fier. Le roi n'était pas mon cousin. Mais après, on mettait les souliers et on allait dormir en attendant le réveil du matin. On s'angoissait de savoir ce qu'on allait avoir, en espérant surtout de ne pas avoir de verge qu'amenait le père Fouettard aux petits-enfants qui n'avaient pas été sages ou qui n'avaient pas bien travaillé à l'école. Le petit Jésus, c'est d'abord le petit frère de tous ceux qui n'en ont pas, et moi je n'en avais pas. Et c'est le petit frère de tous ceux qui en ont aussi, n'est-ce pas? Et c'est le petit frère de tous les hommes, et tout le monde se retrouve un petit peu moins méchant que d'habitude, un petit peu plus généreux, un petit peu plus indulgent, on pardonne. Et puis, j'étais sensible, à la gloire et à la majesté suprême
dans l'humilité et la pauvreté de la crèche, de l'étable. Et je crois que ce contraste est une des très belles leçons de Noël. Il en est d'autres, certes. Je me pose toujours une question. Quand des enfants de la campagne voient la crèche, eux qui voient des crèches tous les jours, parce que vous, dans votre entourage, sinon dans votre famille, mais je crois du côté de vos grands-parents maternels, c'était plutôt des gens de la terre. Oui, des paysans, oui, des paysans. Et donc, une crèche, c'est ce que c'était, un endroit où on met une étable, ça devait pas procurer une émotion particulière. Oui, mais cette crèche-là, d'abord, il n'y avait pas de bouse, n'est-ce pas? Et cette crèche-là était stylisée, si vous voulez. En fait, elle ne ressemblait pas aux étables que nous connaissions chez nous. Et en ce sens, elle était idéalisée. L'âne et le bœuf, il n'y avait pas d'âne chez nous. Il a fallu que j'attende d'avoir, je crois qu'il a fallu que j'attende d'aller en Algérie pour voir des ânes. Vous voulez dire, il n'y avait pas d'âne à la campagne? Il n'y avait pas d'âne, chez nous, il n'y avait pas d'âne. Il y avait des vaches, il y avait des cochons, des chevaux, mais pas d'âne. C'est un animal d'ailleurs, un animal très sympathique au demeurant. Non, il n'y avait que le bonnet d'âne que nous connaissions, avec ses grandes oreilles. Ces Noëls ont ponctué, en quelque sorte, ponctué la vie. Et je me souviens en particulier des Noëls de guerre. 39-45, par une espèce de malfaisance de la météorologie, tous les Noëls de la guerre furent très froids. Ouais. Très froids. Ah ouais. Noël 39-40 jusqu'à 45, tous les Noëls furent froids, et évidemment, là, c'était autre chose. Et puis car était venue la pénurie, oui. La pénurie, la faim, le froid. Et vous avez connu un drame qui est le drame de perdre son père. Absolument. Le Noël que vous vous souvenez du Noël sans père? Le Noël sans papa, bien sûr, je m'en souviens très bien. Mais je savais que j'étais comme des centaines de milliers, je ne savais pas encore que j'étais comme quelques millions d'autres. Mais tout était évidemment, il y avait très peu de jouets, et il y avait très peu de nourriture, car il y avait des cartes, nous étions en zone interdite, en zone côtière interdite, et nous n'avions pas droit à un certain nombre de tickets qui étaient ceux des villes, sous le prétexte que nous étions à la campagne, et nous étions dans une ville qui était très occupé avec une très grosse densité de l'armée et de la marine allemande. Par conséquent, ils achetaient tous les produits qui étaient en vente libre, qui nous passaient sous le nez. Je me souviens que ma mère, pour vous donner l'ordre d'idée de ce que c'était que la pénurie pendant la guerre, ma mère avait envoyé par la poste, en colis postal, 5 kilos de pommes de terre à son frère, qui était officier aviateur à Toulon, où alors la pauvreté de nourriture était formidable. De très jolies pierres, de très jolis pains et des fleurs, mais pas beaucoup de pommes de terre. C'est pour vous donner un peu une idée de ce que c'est, mais c'est très difficile d'imaginer cela. Et puis, j'ai eu les Noëls d'étudiants. Ça a été des périodes, sans doute les plus sévères. Les Noëls les plus sévères de ma vie, parce que d'abord là j'étais solitaire, j'étais à Paris, j'étais sans famie, et le soir de Noël... la fin des années 50 C'est ça, non, début des années 50, fin des années 40. C'est tout à fait le début des années 50, et les camarades, ce soir-là, ils étaient dans leur famille, et moi je n'avais pas de famille, et je me souviens même d'une année où je suis rentré rue de Vaugirard, à Vaugirard, où j'habitais, rue de Courbe, à pied, parce que j'avais pas de ticket de métro, et j'habitais avec un camarade, et nous mettions des journaux entre les couvertures, des couvertures de soldats que nous avions sur nos lits, vous savez, ces couvertures qui sont à la fois laides, lourdes et froides. Et voilà. Mais on s'y fait, bon. Et puis alors, des Noëls qui ont beaucoup marqué ma vie sont les Noëls de soldats.
Et en particulier les Noëls de la Légion étrangère. Oui, ça, c'est quand même la fête par excellence. C'est l'une des deux grandes fêtes de la Légion, avec Cameron, le 30 avril. Noël, c'est la fête des légionnaires, parce que c'est la fête des sans-familles. Le soir de Noël, toute la Légion, tous les officiers et les légionnaires sont rassemblés. Même les officiers ne font pas Noël en famille. Absolument. Avec leurs femmes et leurs enfants, ils font Noël avec leurs hommes. Absolument. Noël se fête dans l'unité, dans les sections. Très souvent, d'ailleurs, chaque section a fait sa propre crèche. Il y a des concours de crèche, d'ailleurs. Alors là, l'imagination se donne libre cours, parce que c'est pas toujours évident de trouver des sapins, en particulier en Indochine. Eh bien, je me souviens, on remplaçait le sapin par un arbre qui lui ressemblait un peu, qui s'appelait le filao, n'est-ce pas, qui avait quelques vagues ressemblances mais enfin, on trouvait quelques guirlandes, et on faisait, et puis tout ça, quand on a bu un bon coup de bière, ou même plusieurs coups de bière, avec l'imagination, ça remplace. Et là, alors, j'ai admiré l'extraordinaire imagination et capacité inventive des légionnaires. Et ils avaient, avec un madrier, au couteau, ils avaient découpé comment dirais-je, des copeaux, n'est-ce pas, qu'ils avaient collés à un manche en bois, pour arriver à faire un arbre de Noël. Ils avaient emprunté de la peinture verte aux marins, ils avaient peint ces copeaux en verre, et nous avons quand même eu un arbre de Noël dans le cargo qui nous ramenait au large de la Libye et de la Tunisie le soir de Noël. C'est extraordinaire ça, parce que là on voit, ça va beaucoup plus loin en quelque sorte que simplement le fait de construire un sapin. Ça donne une impression d'indestructibilité. Que ces gens ont perdu. Oui, c'est l'expression d'un besoin. En même temps, c'est la volonté, où qu'on soit, de recréer l'atmosphère irremplaçable de Noël. Alors ça, c'est des Noëls joyeux que vous nous avez racontés, mais est-ce que vous avez connu des Noëls plus dur, plus triste, plus pénible? Oui, je vous dis, j'ai connu les Noëls de guerre qui n'étaient pas gais, mais c'était toujours quand même une fête de bonheur, parce que c'était quand même la fête de l'espérance. Voyez-vous, il y a quelque chose qui je trouve très symbolique. Eh bien, je trouve, c'est un petit peu le message que je souhaiterais transmettre, le message du cœur que je souhaiterais transmettre à tous ceux qui partagent les mêmes espoirs, les mêmes espérances que nous. C'est justement, je ne dis pas que ça va demain parce que le jour sera plus long et la nuit plus courte, ça va aller mieux, mais nous traversons la dernière étape, celle de l'hiver. Après, ce sera le printemps, et après, ce sera l'été. Mais si vous me permettez, je voudrais tout particulièrement ce soir avoir une pensée pour ceux qui sont certainement les plus malheureux des hommes, ou des femmes d'ailleurs, plus malheureux que les pauvres, plus malheureux que les gueux, parce que ils sont en prison. Et je ne ferai ce soir, si vous le permettez, aucune différence entre les bons et les méchants. Famille, et si vous permettez, je vais essayer de vous dire le Noël en tôle de Brasillac. Qu'importe aux enfants du hasard le verrou qu'on tire sur eux. Noël n'est pas pour les vénards. Noël est pour les malchanceux. Voici la nuit, il n'est pas tard, mais la cloche teinte pour eux. Bon Noël des garçons en tôle, Noël des durs et des filous, ceux dont la vie ne fut pas drôle, la fille que bat le marlou, le gars qui suivait mal l'école, ils te connaissent comme nous. Noël derrière les barreaux, Noël sans arbre et sans bonhomme, Noël sans feu et sans cadeau, c'est celui des lieux où nous sommes, où d'autres ont joué leur peau, sur la paille dormi leur somme. Je t'adopte, Noël d'ici, bon Noël des mauvaises passes. Tu es le Noël des proscrits, de ceux qui rient dans les disgrâces, des pauvres bougres qu'on trahit et des enfants de bonne race. Nous savons qu'au dehors, ce soir, les amis et les cœurs fidèles, les enfants ouvrant dans le noir, malgré le sommeil leurs prunelles, évoquent l'heure du revoir et tendent leurs mains fraternelles. Et pour revoir Jean du dehors,
le vrai Noël de nos enfances. Il suffit de fermer encore nos yeux sur l'ombre de l'absence pour dissiper le mauvais sort et faire flamber l'espérance. Vous parlez breton ? Je ne parle pas le breton suffisamment pour être bien compris, mais je me souviens du chant de Noël que les petits garçons qui allaient quêter en quelque sorte des friandises ou des pièces dans le village chantaient. C'était quand âme Noël, 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 quand âme Jésus sur salver, quand âme Noël. Le refrain. Et alors, on ouvrait la porte. Et alors, on ouvrait la porte et on tendait la main et on vous donnait une pièce ou un petit jouet ou une friandise. Beaucoup d'appels d'auditeurs, dans l'ensemble plutôt contents. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'appels de reproches. Alors voilà, c'est un auditeur qui dit « Bienvenue à Jean-Marie Le Pen et joyeux Noël pour tous ». Pouvez-vous nous parler de la période que vous avez passée chez les bons pères de Saint-François-Xavier à Vannes pendant la guerre, au moment où le collège était investi par les Allemands? Avez-vous quelques souvenirs du révérend père Dutilleul, alors préfet des études et surnommé le Négus, que vous avez sûrement rencontré? Je n'étais moi-même alors qu'un petit sixième et vous deviez être en première divi et je ne savais pas encore que j'étais si proche de vous, alors physiquement et maintenant intellectuellement, dit cet élève de Saint-François-Xavier de Vannes. Je garde un souvenir très très précis des années que j'ai passées comme pensionnaire chez les jésuites du très grand et très beau collège qui était Saint-François-Xavier, qui fut d'ailleurs occupé par moitié depuis le début de la guerre par un hôpital militaire français et ensuite par un hôpital militaire allemand, jusqu'au jour où les graffitis un peu injurieux pour la Strasse, n'est-ce pas, ont donné prétexte à l'armée allemande de réquisitionner l'ensemble du collège et de nous licencier, comme on disait à l'époque. Alors en l'occurrence, en ce qui me concerne, à la fin de la troisième, et j'ai très bien connu le père Dutilleul, bien sûr, et son bureau avec une porte capitonnée dont on disait qu'elle était capitonnée pour empêcher d'entendre les cris des malheureux qui étaient fouettés dans son bureau. Le père Dutilleul, je crois d'ailleurs me souvenir, était un ancien militaire entré dans la compagnie de Jésus. Il avait une certaine ressemblance avec le général de Gaulle, parce qu'il était un homme maigre avec un gros ventre, n'est-ce pas? Et je me souviens en particulier, on le craignait bien sûr. Il n'était pas en Angleterre. Non. Non. Mais le père Dutilleul, je me souviens d'un épisode extrêmement émouvant et dramatique, parce que le père Dutilleul, qui portait Bézicle, un homme grand, est arrivé dans la salle du réfectoire, et il nous a dit avec la gorge prise par l'émotion, il nous a dit mes chers enfants, ce matin, la flotte française s'est sabordée à Toulon. Et pour les petits garçons comme moi, qui rêvaient de devenir officier de marine, c'était pour un fils de patron pêcheur le rêve absolu, n'est-ce pas? D'entrer dans cette caste presque inaccessible. Eh bien, c'était un rêve qui s'écroulait et un grand chagrin patriotique. Et je le vois encore avec des larmes qui lui coulaient sur... On ne le croyait pas capable de telles émotions, parce qu'il représentait pour nous le père Fouettard, et l'ami qui téléphone cela aura certainement gardé le même souvenir que moi, surtout s'il était en sixième à ce moment-là. Moi, alors cette année, je n'ai pas pu aller à la crèche, mais la crèche est venue à moi. C'est un garçon qui est magasinier dans un grand journal et qui m'a apporté la crèche qu'il a fait de ses mains, parce que c'est un
pupille de la nation. Et il a fait une crèche et il me l'a apportée. Et pour moi, c'est la plus belle de toutes celles que j'ai mises sur ma cheminée, parce qu'elle a été faite par un inconnu, avec le sentiment d'affection et d'amitié. Puis de l'autre côté, j'ai quelque chose qui vous toucherait, mais je ne sais pas si vous ne l'avez pas vu, vous l'avez vu, je crois d'ailleurs. C'est une très belle icône de Saint-Nicolas, magnifique icône de Saint-Nicolas, qu'on m'a offert lors de mon dernier voyage en Roumanie, et qui est peinte comme toutes les icônes, de la même façon qu'au XVe ou au XVIe siècle. Elles sont immuables. Dans la prière, elles sont peintes. Mais elles témoignent dans le visage de quelque chose qu'on ne voit plus sur le visage des princes de l'Église, ni parce qu'il ne doit pas y avoir beaucoup de saints. C'est de ce que j'appellerais la beauté. N'est-ce pas, la beauté qui est constituée par la douceur et la bonté qui émane des traits, du regard, de l'attitude. C'est quelque chose qui était courant autrefois. Je me souviens. Ce qui était stupéfiant quand on voyait Monseigneur Lefebvre. Oui, absolument. Là, il y avait cette lumière. Monseigneur Lefebvre. Je me souvian de Monseigneur Treilloux, de Monseigneur Le Bellec quand j'étais petit garçon, et qui rayonnait littéralement comme le faisaient les grands professeurs de médecine. On a l'impression qu'ils sont illuminés de l'intérieur. J'en ai eu la chance de connaître quelques-uns comme ça. Une aura. Voilà. C'est exactement l'aura. Et malheureusement, je n'ai pas l'occasion, notamment à la télévision, de voir des gens qui respirent comme ça la bonté et l'amour de leur prochain. Alors d'autres questions, enfin beaucoup de remerciements, un joyeux Noël de la part d'une fidèle qui n'a jamais abandonné Jean-Marie Le Pen depuis la Corpo de droit. Ah mon Dieu, voici qui nous rajeunit. Oui. Merci à tous deux et à Radio Courtoisie de nous offrir cette soirée. Je signale à Serge de Beketch, nous dit probablement Martin Pelletier, que National Hebdo, il y a 2 ans, a publié les souvenirs de Noël de Jean-Marie Le Pen. On ne fait que copier. Mais oui, le malheur des journaux, c'est qu'on y voit quelquefois des choses excellentes, dont en particulier ce récit, mais le papier s'en va. Voilà. Et même les très beaux articles disparaissent. Ils ont ceci de commun avec le bon vin et les huîtres, c'est que on ne les regarde et on ne les goûte qu'une seule fois. Alors un auditeur nous remercie aussi de cette idée d'évoquer les Noëls de 3 fois et nous dit: connaissez-vous les textes de Jean Guéhenno sur ces Noëls d'enfance dans Changer la vie, où il évoque l'attente de la messe de minuit et l'orange merveilleuse reçue comme unique cadeau? Je crois même que c'était un sujet dicté, si je ne me trompe pas, quand j'étais petit garçon. Il y avait aussi, je ne sais pas, on en a parlé un jour, je pense que c'est un auteur russe. C'est le petit garçon russe à qui on remet une pêche. Ah oui. Je crois que c'est Sacha, il s'appelle Sacha, et on lui offre une pêche, il n'avait jamais vu une pêche. Et vous savez, pendant la guerre, il n'y avait pas d'oranges. Les petits garçons d'après-guerre ne connaissaient pas les oranges, parce que pendant toute la guerre, on n'en a pas vu, on n'a pas reçu, sauf dans le Midi où il y en avait. Ça me rappelle un souvenir très, très pénible, je plaisante pas. Un jour, on avait fait, mon fils aîné, Cyril, que vous connaissez, devait avoir 5 ans, 6 ans, et pour lui faire une farce, son parrain, qui était Jean-Claude Goudot à l'époque de Minutes, lui avait préparé un très beau colis. Il y avait bien d'autres cadeaux qui étaient restés cachés, et là il lui a offert le soir de Noël un paquet qui était très beau et mon fils a soigneusement démailloté, et à l'intérieur du paquet magnifique il y avait un saucisson. Et Cyril a commencé à pleurer. Ah mais oui, parce qu'il n'a pas caché sa déception, lui. Non, mais c'est exactement comme quand on nous faisait un cadeau sous la forme d'une belle paire de chaussures. Voilà. Quelquefois les oncles et les tantes qui savaient qu'on manquait de ces choses-là, eh bien vous offraient un cadeau d'une grande valeur, mais qu'on aurait échangé pour un jouet beaucoup plus modeste, mais qui était un vrai jouet. Parce que là, c'était un objet utilitaire. Mais alors là, le saucisson, il a éclaté en sanglots, et ce qui a été terrible, c'est qu'il a pleuré, et en même temps, il commençait à avoir, comme les enfants de cet âge, une petite notion de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas. Il avait honte en même temps de montrer sa déception, et on n'a pas pu le réconforter. Et on sortait les autres cadeaux ensuite, et ça n'a pas été rompu. C'est resté une blessure en moi. Oui, mais je comprends ça, je comprends très bien ça.
Merci, cher président, d'être parmi nous ce soir. C'est un plaisir de vous entendre. J'aimais le vœu que nos adversaires apprennent un peu mieux à vous connaître et à connaître l'homme que vous êtes, duquel se dégage l'intelligence, la culture et beaucoup d'humour. Ça, oui, c'est ce que je voudrais tellement que ce genre d'émission serve à montrer qui vous êtes vraiment, plutôt que de laisser circuler ce portrait en père Fouettard qui est tellement grotesque. Alors, une question indiscrète, où allez-vous à la messe de minuit cette année, avec votre famille, dans l'église la plus proche de chez vous? Absolument. À propos de Saint-Ogan, il y a une histoire qui m'a été racontée par Michel Gregg, vous savez, le père d'Achille Talon, que je trouve extraordinaire. Saint-Ogan, un jour, part au marché pour acheter du poisson. Et il voit une carpe superbe chez le marchand de poissons. Il achète la carpe, et arrivé chez lui, avant de la préparer, ne sachant pas qu'en faire, il la met dans la baignoire, il met un peu d'eau pour qu'elle reste fraîche, pour le temps que sa femme arrive pour préparer la carpe. Et quand sa femme arrive, il dit, la carpe est dans la baignoire, va la chercher. Sa femme pousse un hurlement, il dit, mais elle est vivante, ta carpe. Alors il se précipite dans la salle de bain, et dans la baignoire, effectivement, il y a la carpe qui est toujours vivante, comme le canard de l'histoire. Et Saint-Ogan, qui était un homme adorable, qui était incapable de tuer une mouche, bien entendu, a été infoutu de tuer cette carpe. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la carpe dans la baignoire, il a appelé un maçon, et il a fait construire dans le jardin de sa maison un bassin pour la carpe. Oui, c'est drôle. Qui a vécu 40 ans dans le bassin. Ah oui, c'est drôle, ça. Voilà, c'est une très jolie histoire absolument. de Noël. Je ne sais pas si c'était une carpe de Noël. Une image qui plaira à tous les amis des animaux. Oui. Enfin, voilà le genre de personnage qui était Alain Saint-Ogan, qui était également quelqu'un qui n'aurait probablement pas répugné à passer un bon moment avec vous. Pour terminer, puisque notre heure, mais avec vous, on a l'impression que ça dure 10 minutes, notre heure et demie est terminée. En somme, j'allais vous poser pour finir la question, quel cadeau de Noël offririez-vous? Alors c'est peut-être les mémoires de Leni Riefenstahl. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau. Si vous avez des nuits d'insomnie, eh bien vous les passerez agréablement et avec avec le sentiment de confort que l'on a quand on entend la pluie et le vent battre une maison et les vitres bien fermées, une maison bien protégée. Et quand vous êtes dans votre lit et que vous vous dites, mon Dieu, moi qui me fais tant de soucis, des problèmes qui sont les miens. Quand on pense à ceux qui ont été ceux et celles de certains personnages, eh bien, on se retrouve tout de suite moins porté à pleurer sur soi-même. Merci Jean-Marie Le Pen de cette veillée. Cher Serge, pour vous, pour votre famille, pour vos auditeurs, permettez-moi de vous souhaiter un vraiment joyeux Noël, car Noël, c'est la fête de la joie. Merci d'avoir passé ce moment avec nous, c'est exceptionnel. J'espère que maintenant je sais que vous allez rejoindre votre famille, votre grande famille, avec les filles. Avec les filles, tout le monde sera là, les petits-enfants et tout le monde. Écoutez, je sais, au nom des auditeurs, et en tout bien, tout honneur, vous le savez, au moins là il n'y a pas d'ambiguïté, je vous embrasse. Je vous embrasse. Joyeux Noël.